marche? Bon alors, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de connaître ce département il y a 30 ans. Et à l'époque, c'est juste pour la petite histoire, c'était un peu le Moyen-Âge en matière de communication touristique en France. Et c'était le seul département où j'avais été accueillie en tant que journaliste grand public et où on m'avait proposé une photothèque, on m'avait proposé de visiter le département, ce qui était absolument ahurissant. Et je ne vous parle pas d'avant-guerre, je vous parle de ce qui se passait il y a 30 ans. Donc je garde toujours une petite tendresse pour l'Isère. Donc voilà, je m'occupe, alors je dirige une veille sociologique. Donc une veille sociologique, c'est quoi? C'est un journal qui essaye de comprendre l'évolution des pratiques, des comportements et des aspirations dans le domaine du temps libre. Hein. Donc c'est tout ce qui est hors travail, donc pas seulement le tourisme, mais également la façon de dormir, de faire la sieste, de manger, d'aller au cinéma, de faire du shopping, etc. etc. Ce que je voudrais vous dire d'abord, juste une petite remarque, c'est qu'il y a une différence entre les pratiques et les comportements. Donc, quand je vous en parlerai, je fais la différence, je voudrais que vous la fassiez aussi. La pratique, c'est par exemple, il joue au tennis, c'est une pratique. Le comportement, c'est il joue au tennis plutôt le matin parce qu'il doit accompagner ensuite ses enfants à l'école. Donc là, on est dans du comportement. Hein. Le comportement, c'est la façon d'accomplir une pratique. Donc les pratiques, d'ailleurs, je le dirai peut-être tout à l'heure, les pratiques touristiques changent peu. J'en veux pour preuve, vous prenez une photo de la montagne, par exemple, ou de la campagne, ou de la mer il y a 50 ans. Vous regardez ce que les gens font sur la plage ou à la campagne, et vous reprenez une photo aujourd'hui, et vous voyez qu'ils font à peu près les mêmes choses. Donc sur la plage, on a les gamins qui jouent au ballon, les parents qui essayent de se reposer, de bouquiner. Alors il y a bien un téléphone portable quelque part, et puis il y a bien des planches à voile, alors qu'il y a 50 ans, il y avait des hors-bords et des skis nautiques, mais l'écologie est passée par là. Mais vous voyez, donc on est quand même, en termes de pratique, on a peu, on évolue peu, et on évoluera pas beaucoup. Alors bien sûr, il y a des nouveaux mots, il y a des nouveaux gadgets, il y a des... mais bon. Alors que le comportement, lui, évolue. Quant aux aspirations, elles évoluent aussi. Bon, ça c'est le domaine des imaginaires, j'aurais pas le temps de parler de tout ça. Juste une autre chose qui est importante à dire, la clientèle touristique n'est pas que nationale, vous le savez, elle est aussi très internationale, en particulier européenne, en tout cas dans vos départements. Donc ce que je dis pour la clientèle, pour les évolutions de clientèle, est valable à peu près dans tous les pays européens. On assiste aujourd'hui à des rattrapages, Internet étant aussi passé par là. Donc les comportements des différents pays ont tendance, via le web, à s'uniformiser. Et puis les Occidentaux, d'une manière générale, on peut aussi assimiler l'Amérique du Nord à un certain nombre de comportements. Donc, la question qui était posée, c'était les plus, bon, c'était les formats. Alors moi, j'étais quand même un peu déroutée par cette histoire de format. Je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent que je... De quoi vais-je donc parler? C'est quoi un format de séjour? Donc j'ai pensé rejoindre ce qui est ma spécialité, c'est donc les segments de clientèle. La population touristique, on ne le répétera jamais assez, n'est pas homogène, loin de là, elle est très hétérogène, et vous allez voir en quoi elle est très hétérogène. Alors je ne vais pas parler tout de suite des générations, j'en parlerai peut-être après. Vous me donnez combien de temps, juste pour... Un quart d'heure. Bon, Ça vous va? Qu'on puisse prendre quelques questions après dans la salle. D'accord, ou en cours de route peut-être. D'accord. Donc, la population éclectique avec des groupes dominants et des groupes en évolution. Alors, un premier groupe dont je voudrais parler, qui me préoccupe depuis bien longtemps, ce sont les solos. Les solos, c'est les célibataires, c'est les ménages à une personne. On évalue aujourd'hui leur proportion en France à 27%. Mais en 2030-2040, on pense qu'il y en aura à peu près 37%
dans le monde. C'est-à-dire que ça devient vraiment une masse. Hein. Donc le solo, c'est qui là, il faut faire attention. Il y a les vrais solos, c'est-à-dire les gens qui effectivement sont seuls, vivent seuls et ne sont pas reliés à d'autres. Et puis il y a les faux solos, c'est-à-dire ceux qui vivent seuls mais qui ont un compagnon, une compagne, ou de la famille, ou des copains, pas très loin. Donc, il ne faut pas prendre les chiffres de l'INSEE, là, les 14 millions de solos, en se disant, oh là là, formidable, il y a un énorme marché de 14 millions de personnes. Après, il faut quand même bien segmenter cette population de solos. Il faut distinguer à l'intérieur de cette population les jeunes et évidemment les moins jeunes. Et puis, surtout, les hommes et les femmes, j'aurai l'occasion d'en redire quelques mots. Le solo qui est intéressant dans le secteur du tourisme, c'est celui qui est maltraité, parce que malheureusement, on a beaucoup maltraité les solos hein, dans notre pays en particulier. C'est-à-dire que c'est la table là-bas dans le coin, dans le restaurant, comme ça ils ne dérangent pas. C'est la chambre la plus rikiki à côté de l'air conditionné là-bas en haut. Enfin, on les a traités en parents pauvres. Ce que les Américains ne font plus depuis bien longtemps, c'est aperçu que les solos, comme ils ne partageaient pas leur sous, avec des enfants, un conjoint, etc., ils avaient finalement des revenus disponibles plutôt plus importants que la moyenne. Donc c'était plutôt un tourisme de luxe qu'il fallait être capable de leur proposer. Donc le regard sur les solos est un peu en train de changer, je dis bien un peu, il devrait quand même considérablement changer. Outre cette demande de confort et de standing supplémentaire, le solo type, c'est celui qui va avoir envie de convivialité, envie de rencontrer les autres, au lieu d'être isolé sur le bord de sa chaise longue, j'en sais rien, dans une station de ski ou dans une piscine. Donc, ce qui est important, et là il y a une grande qualité du secteur touristique, c'est qu'on n'a pas l'espace touristique devrait normalement être un espace de convivialité où on peut facilement rencontrer les autres. Et pour avoir enquêté sur cette clientèle, la plupart des célibataires, des gens seuls, vous disent quand je pars en vacances, ma solitude est encore pire. Je me sens encore plus seule que quand je reste chez moi. Donc du coup, quand je reste chez moi, il y a au moins la boulangère, les bouchers, l'épicier qui me parlent. Quand je pars en vacances seule, je suis seule. Donc, je ne vais pas vous donner des recettes, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet auquel il faudrait s'atteler. Alors, autre grand sujet, vous le connaissez, je ne vais pas répéter, mais je vais segmenter encore, c'est les familles. Bon, les familles, évidemment, incontournables, 8 millions de familles en France, 8,5 millions aujourd'hui, sauf que les familles, c'est extrêmement varié. Alors, les familles, il y a la famille traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman et des enfants. Elle est toujours dominante, largement, en France. On est à plus de 70% de familles traditionnelles. La famille recomposée, elle est beaucoup moins nombreuse qu'on ne dit. Il y en a moins de 500 000, mais bon, ça faisait des beaux articles dans les médias de montrer des familles recomposées avec 7-8 gosses qui partent en vacances. Bon, bref, ça existe, mais un peu moins, beaucoup moins que les autres. La famille, en tout cas, qui mérite d'être ciblée, c'est la famille monoparentale. Entre le moment où j'ai créé Touriscopie et maintenant, on est passé de 8% de familles monoparentales à plus de 18%. Et ça va très très vite. Idem dans pratiquement tous les pays européens, beaucoup plus encore en Angleterre, beaucoup plus aux États-Unis. Alors, la famille monoparentale, c'est quoi? C'est une maman ou un papa seul, c'est à 80% une maman ou un seul. C'est un enfant ou 2 enfants, mais là encore, on retrouve le problème de la solitude, c'est-à-dire des femmes qui partent, en général c'est des femmes, qui partent en vacances avec de petits revenus, modestes. Il ne faut jamais oublier ça, la famille monoparentale type, c'est pas la célibatante qu'on a vue encore sur Gracia et autres cosmopolitanes, qui gagne 50 000 € par mois et qui n'enlève pas son tailleur Armani de la journée. Et on voit ses enfants dans les camps de vacances de luxe. La famille monoparentale est pauvre.
Elle a des revenus extrêmement modestes. Elle arrive difficilement à se dépatouiller pour en partir en vacances, avec ses problèmes financiers pour partir en vacances. Et là, gros problème donc d'isolement. J'avais travaillé là-dessus dans les villages et biens et vacances, hein, par exemple. D'abord, on ne les aide pas, donc vous voyez souvent un parent, enfin une mère qui arrive avec des bagages trop lourds parce que les enfants ne peuvent pas les porter. Donc aucune aide, là encore elle est reléguée à un endroit pas très sympathique du village. Elle n'a aucune possibilité d'avoir des activités de loisirs qui lui permettraient de se connecter avec les autres. Donc en gros, on vous dit, les enfants, bon bah ça va, ils se font des copains, ils se débrouillent, c'est très bien. Et moi, bah, je reste dans mon coin à lire le bottin. Donc c'est des petites choses, mais ça serait peut-être pas mal quand même d'y penser à cette population montante de familles monoparentales. Pour compliquer évidemment encore un petit peu les choses, la famille, les comportements de la famille vont varier en fonction de la fratrie. Une famille avec un enfant, c'est pas la même chose qu'une famille avec 4 enfants. Donc alors évidemment, le modèle dominant, c'est 2 enfants, mais bon, il y a encore des familles nombreuses dans ce pays. Il y en a encore 900 000, je crois, sur les 8 millions. Donc ces 10%, c'est quand même pas inintéressant de s'en préoccuper. Je ne veux pas vous embêter avec les familles, mais c'est quand même un marché important. La famille, il faut aussi savoir qu'elle obéit à 4 modèles comportementaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On distingue en général deux modèles opposés. C'est la famille autoritaire en opposition à la famille en SARL, par exemple. Donc je m'explique. La famille autoritaire, c'est papa ou maman qui décide, ou les deux à la fois. Les enfants obtempèrent, ils suivent. Donc en matière de loisirs, c'est papa qui a décidé, on va faire l'ascension, je sais pas, du Ventoux ou du Mont Blanc, enfin je sais pas ce que vous avez comme... Bon, bref, on discute pas, on suit, toute la famille y va. La famille en SARL, c'est une famille où chacun a pris son indépendance. Donc vous avez papa qui va aller skier, maman qui a absolument aucune envie d'aller se casser les rotules sur des planches, et puis vous avez les enfants un peu ados, il y en a qui veut aller avec ses copains faire du surf, et puis la gamine qui veut aller papoter avec ses copines, comportement dominant des femmes. Hein. Quel est votre loisir préféré? Études internationales, papoter avec les copines, au téléphone, autour de la piscine. C'est une caricature, mais en fait, c'est pas un jugement que je porte, c'est vraiment un constat qui a été fait. Donc vous avez ces 2 types de familles opposées, aux comportements complètement opposés. Donc ça veut dire qu'il y en a qui voudront manger ensemble, il y en a qui ne voudront surtout pas avoir à déjeuner ou à dîner ensemble. En termes d'activité, c'est pareil. Certains auront besoin d'un forfait familial, d'autres n'en auront absolument pas besoin. Et entre les deux, vous avez 2 autres catégories. Une qu'on appelle la famille cocon. C'est-à-dire que c'est une famille dans laquelle on fait tout pour l'enfant, mais en toute sécurité. On ne va surtout pas prendre de risques. Hein. Donc les petits, on les protège, on est pour qu'ils apprennent à skier, pour qu'ils s'éduquent, etc. Mais on vérifie la sécurité avant tout. Et puis il y a une autre famille qu'on appelle la famille nourricière, qui existe toujours plutôt dans des milieux modestes. Son propos à cette famille, c'est, comme son nom l'indique, hein, nourrir les enfants, qui soient en bonne santé. Et puis le reste, on s'en fiche un petit peu. Bon, voilà en gros sur le sujet des familles, auxquelles je voudrais... Attendez, je n'ai pas fini. Je voudrais rajouter quand même ces fameuses familles intergénérationnelles, c'est-à-dire les enfants avec les petits-enfants avec les grands-parents. C'est une réalité, des grands-parents plus jeunes, dès qu'ils sont retraités, prennent en charge volontiers les petits-enfants. La transmission se fait très bien. En général, les petits-enfants aiment beaucoup passer du temps avec leurs grands-parents.
qui dit s'occuper des petits-enfants ne dit pas forcément partir en vacances avec eux. Hein. Donc on s'est aperçu que l'essentiel là il y a une étude qui a été faite là-dessus, que l'essentiel du temps de vacances se passait au domicile des grands-parents ou alors au domicile des enfants où les grands-parents venaient les garder. Néanmoins, il y a quand même entre 5 et 10% aujourd'hui de grands-parents qui partent avec leurs petits-enfants, et c'est bien, mais ça veut dire qu'un grand-parent, il n'a pas l'attitude vis-à-vis de ses enfants qu'un parent. Et en particulier, il a besoin d'être épaulé, il a besoin de service, il a besoin surtout que les enfants soient extrêmement sécurisés, encore plus que les parents. Et évidemment, il a besoin de prix. Hein. Lui aussi, c'est le nerf de la guerre. Hein. La principale motivation, c'est le budget. Et puis on va peut-être parler des tribus. C'est un vieux terme, hein, mais bon, finalement, on n'en a pas trouvé un autre. Effectivement, on voit des familles qui tendent à se recomposer le temps des vacances, soit avec le reste de la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines, les tantes, etc. C'est quelque chose qu'on avait vraiment identifié à Center Park, par exemple. On avait vu qu'il y avait des familles qui louaient 3 ou 4 cottages de 6. Et là, je me rappelle, on avait dit à la direction de Center Park, maintenant faites des grands cottages parce que les gens préfèrent être tous ensemble plutôt que de... Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des cottages de 12 et ça marche très très bien. Donc, effectivement, on a des groupes qui peuvent arriver, de copains, de copines aussi, des femmes de leur côté qui viennent avec leurs enfants. Donc on retombe un peu dans le solo, monoparental, etc. Mais bon, il faut regarder quand même tout ça de près. Est-ce que vous voulez peut-être poser des questions là ou... S'il y en a dans la salle, vous pouvez vous manifester. Je regarde les bras se lever et on peut vous amener un micro. Sinon, on vous laisse terminer cette présentation, puis on rebondira après sur les questions, sur les SMS. Le numéro, il reste affiché pour que vous puissiez le noter. Bon, alors je vais continuer. Bon, les familles, il y a les enfants. Bon, j'ai pas le temps là, je crois, de séparer la segmentation des enfants. Vous devez la connaître, hein. Mais ça reste quand même extrêmement important de savoir qu'il y a une niche sur les mamans avec des bébés, les moins de les 0-1 an. Hein. Ce sont des femmes qui sont fragilisées par la grossesse, fragilisées par l'arrivée d'un bébé dans la maison, encore plus fragilisées quand il y a déjà un autre petit dans la maison et qui ont besoin de structures d'hébergement dans lesquelles elles puissent vivre leur vie de jeunes mamans et être entourées de soins, de services, etc. Je crois qu'on a complètement oublié de développer ce créneau en France. Bon, après les uns. Sauf en Thalasso. Sauf en Thalasso, oui, mais à des tarifs qui ne sont pas donnés à tout le monde, hein, bien sûr. Bon, donc après les enfants, c'est surtout le problème. Les petits, ça va, on arrive toujours à se débrouiller avec eux. Hein, c'est quand même, à moins de 9-10 ans, c'est quand même facile. Hein, on leur donne un ballon aux gamins et puis on fait écouter de la musique kitschy et tout marche bien. Par contre, il y a le problème des ados. Alors là, le problème des pré-ados et des ados, on ne peut pas le résoudre aujourd'hui, mais c'est évidemment la clientèle enfant qui nécessite le plus de soins, le plus d'égards. Alors quand je pense à ce qu'on avait fait chez Pierre et Vacances, par exemple, et quand on avait dit à M. Brémond, bah voilà ce qu'il faut faire pour les ados, il a dit, oh là là, moi je préfère m'occuper des seniors, maintenant il suffit. Les ados trouvaient ça compliqué. Les ados, c'est difficile parce que il faut être là, il faut les cadrer, et en même temps, il faut leur donner l'illusion d'être totalement en liberté. Donc, on va passer aux seniors. Ça, c'est quand même un groupe dont on parle beaucoup dans ce pays. On a vu arriver, hein, évidemment, cette population. On a intérêt à la surveiller de près parce qu'on va être en 2020 à 30% de plus de 60 ans en France. C'est un phénomène occidental. Hein, on a à peu près cette proportion partout en Occident. On l'a eu au Japon à Ban.
l'Occident. On commence à l'avoir en Chine, hein, ce problème des seniors, donc à regarder de près, et à regarder de près sans partir avec des idées reçues dans la tête. Les seniors d'aujourd'hui et de demain, c'est la génération du baby-boom. C'est déjà une génération qui a eu une carrière fracturée, qui n'a pas été linéaire. Les femmes sont rentrées dans la vie active, elles ont eu aussi des carrières parfois difficiles, avec des périodes de chômage. Donc c'est pas le Golden Age qu'on attendait. Le Golden Age, lui, il est en train de pas d'aller au cimetière, mais enfin presque. Alors que la nouvelle génération de seniors est beaucoup plus fragile d'un point de vue matériel. Donc en gros, sur les seniors, il y a trois catégories. Il y a les jeunes. Les jeunes seniors retraités ont des comportements d'adultes, donc c'est pas la peine de les cibler plus que ça, si ce n'est de les cibler, d'avoir une offre. Hein, d'ailleurs, ils n'aiment pas ça, hein, particulière pour eux. Hein, vous savez que les gens n'ont jamais envie d'être traités de vieux, donc voilà. On peut leur faire des offres sur le plan tarifaire en le disant à peine. On peut également leur proposer des activités plutôt douces, mais on ne l'affiche pas. Hein, c'est ça qui est important. Et ce qu'il y a de pire dans ce domaine, c'est que les gens, vous le savez, il y a un problème de perception d'âge subjectif. Non, les gens se voient tous beaucoup plus jeunes qu'ils ne sont. En moyenne, c'est 9 ans. Donc, il y a des gens qui se voient avec 12 ans de moins. Hein. Donc, si vous communiquez, et plus on vieillit, plus on se voit jeune. Hein. Les jeunes, en général, ils n'ont pas besoin de se rajeunir. Par contre, plus vous grimpez en âge, et plus vous voyez jeune. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours des seniors éclatants de jeunesse. On a raison, hein, dans les quelques pubs qui les concernent, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'ils se voient. Hein, donc, on n'a pas intérêt à les montrer avec un déambulateur, même si c'est la réalité. Donc, après, on a un deuxième âge des seniors, c'est 75... Aujourd'hui, c'est 75, 80, 85, hein, avec des différences énormes hein, là, entre les individus, hein, puisqu'on se considère en général comme senior, c'est une question de perception, à partir du moment où on a eu les premières fragilités physiques. Donc vous avez effectivement des gens qui ont 60 ans et qui se considèrent comme vieux, et puis vous avez des gens qui en ont 80 et qui vous disent « Oh là là, moi je ne veux pas aller avec des vieux ». Alors qu'il a 85 ans. Donc c'est une population intéressante, mais très difficile à aborder. En tout cas, si on doit... Ah oui, j'ai oublié de dire, les vieux ne sont pas des vieux, ce sont des vieilles. Donc, je m'explique, il y a beaucoup plus de femmes, de populations féminines que de populations masculines. Donc, quand on s'adresse à cette population, il faut savoir qu'on va avoir plutôt des femmes. Donc, il faudra essayer de leur proposer un tourisme et des loisirs au féminin. Ça, c'est un vrai sujet, mais qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Donc, bon, pour les seniors, on pourra en redire quelques mots tout à l'heure, mais pour moi, donc, c'est quand même une population pour laquelle on n'a toujours rien fait dans ce pays. Il y a quasiment que les Américains qui sont très très en avance, qui ont créé des stations, enfin très en avance depuis 30 ans grâce au lobby, hein, qui ont fait des stations senior friendly en Floride, où il y a tout un maillage de stations de ce type, des activités, des voyages, etc. Bon, qu'est-ce que veut le senior, juste pour terminer? Il veut de la sécurité. Hein, et la sécurité, c'est pas que la sécurité face au risque djihadiste, c'est surtout la sécurité médicale. Donc, il regardera toujours s'il y a bien un hôpital pas très loin ou une clinique, enfin bon, bref, si on peut, en cas d'urgence, être secouru. Les prix aussi, bien sûr, mais pour ceux qui sont seuls, là, on retrouve le solo, c'est-à-dire la demande de communication, de lien, de convivialité. Je vais essayer de finir au plus vite parce que je crois que je suis en train de dépasser l'heure. Je vois mon petit camarade qui se ronge les sangs, mais je vais me dépêcher.
Donc des hommes et des femmes, bon vous l'avez compris, hein, ça je l'ai dit, je crois qu'il faut quand même toujours essayer de bien savoir à qui on s'adresse, hein. Je ne veux pas cliver la population, mais c'est vrai que le tourisme a été fabriqué par des hommes, construit, inventé par des hommes. Maintenant il y a de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité, mais les femmes c'est pas seulement des mères de famille, hein. On ne doit pas les voir que comme des mamans. Ce qui me semble important, c'est de faire la différence, de parler des groupes. On a beaucoup dit le tourisme de groupe est mort. Non, le tourisme de groupe, il a toujours devant lui, puisqu'aujourd'hui on est sur des groupes affinitaires, hein, des groupes choisis, et non pas des groupes subis. Donc, les affinités, ça va être la moto, le vélo, la musique, la danse, etc. Donc j'imagine que vous avez des demandes dans ce sens. Dernier, puis après j'arrête. Dernier groupe qui me semble très important d'identifier, là on est sur des vagues lourdes, il y a des vagues, il y a les signaux faibles et les signaux forts. Les signaux faibles on les a eus depuis déjà longtemps, donc les signaux forts sont là maintenant, c'est dans le domaine du travail. Aujourd'hui je ne dis absolument pas que le salariat est en train de disparaître, il ne disparaîtra pas et tant mieux. En revanche on a, et ça rejoint le thème de l'ubérisation, on a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, hein, crise et chômage, crise économique aidant. Donc on a 1 million par exemple d'auto-entrepreneurs en France et on a environ 500 000 télétravailleurs. Donc ce sont des gens qui ont des rythmes de vacances qui ne sont pas les mêmes. Alors certains sont précaires et ne peuvent pas se permettre de prendre des vacances, en tout cas de les décider à l'avance. D'autres le sont beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est des gens qui peuvent partir en d'autres saisons, s'ils n'ont pas des enfants, que les saisons traditionnelles, et souvent sur du séjour long. Le télétravailleur, moi qui habite Paris, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils cherchent, surtout les jeunes? Ils se disent, tiens, ce serait bien si on pouvait se louer un truc en province, au grand air, etc., pas trop cher, pour aller pouvoir travailler là-bas. Donc ça fait partie des populations nouvelles à observer de près, à étudier, puisque bien entendu, c'est ma dernière recommandation, il faut essayer de ne pas avoir d'idées reçues sur le tourisme. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a des touristes, hein, le touriste est très très pluriel, et le touriste, ça s'observe, il faut parler avec lui, il faut essayer de le comprendre, et c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer une œuvre. Parce qu'en général, il vous dit tout ce dont il a besoin, c'est pas la peine d'essayer de réfléchir sans lui. Il va vous dire dans une conversation, voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Voilà.